Bonjour et bienvenue. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir pour le premier café gourmand des femmes de santé en région. Donc, aujourd'hui, ça sera un café gourmand qui sera un moment pour partager un sujet important de prédilection qui sera du coup les règles abondantes et le dépistage de la carence en fer. Donc, ça nous concerne toutes, plus ou moins de près. On peut avoir au sein de son entourage des patientes, enfin des femmes qui sont touchées par cette problématique. Et aujourd'hui, le problème majeur, c'est que c'est un problème qui est souvent banalisé, c'est une prise en charge qui est un peu oubliée, on va dire, de nos praticiens. Donc aujourd'hui, nous allons pouvoir mieux comprendre quels sont les impacts en fait de cette problématique-là et comment les contourner. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Lucia Ruccelli, qui est médecin hospitalier aux Hospices civils de Lyon et qui est spécialiste des troubles de la coagulation. Elle a fondé Hémogine, qui est un réseau innovant dédié à la prise en charge des règles abondantes. À l'origine du premier hôpital de jour à ce sujet, elle propose un parcours de soins 3 heures, parcours complet qui allie gynécologie, biologie et hémostase. Elle milite pour un dépistage systématique de la carence en fer chez les femmes concernées. Elle a été récompensée Révélation Femmes de Santé de l'année 2025 et elle œuvre pour une meilleure reconnaissance de ce problème de santé publique. Grâce à son expertise, nous allons mieux comprendre le lien entre règles abondantes et carence en fer et surtout les clés d'un dépistage efficace et d'une prise en charge adaptée. Merci à la MGEN et à SCL Vifor, acteurs engagés auprès de la santé des femmes, pour leur partenariat. Et merci bien évidemment à tous et à toutes pour votre présence. Merci pour cette présentation. Parfait. J'aurais pas pu le dire mieux. Je peux vous mettre de l'autre côté pour que je puisse regarder les diapositives. Bonjour à toutes et à tous. En fait, je suis ravie d'être là pour vous présenter un peu mon sujet presque de militantisme. On est devenu un sujet de militantisme féministe. Donc, en effet, moi, je suis praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon depuis une vingtaine d'années. J'ai vraiment évolué dans une pratique médicale orientée vers les femmes et j'ai donc construit un hôpital de jour. On m'a donné les moyens de construire un hôpital de jour, j'y reviendrai à la fin, aux Hospices civils de Lyon, spécifiquement dédié aux règles abondantes. Et en fait, je découvre, en voyant toutes ces femmes, que c'est un sujet, les règles abondantes, qui est actuellement pas du tout pris en compte par la santé publique, par les praticiens, hein, par la médecine, justement. Alors, juste pour revenir, ouais, je me permets de... en fait, on peut parler des règles abondantes qui a comme conséquence la carence en fer, mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler déjà de finalement ce qu'on dit toujours, c'est la carence en fer. Les femmes, elles viennent pour de l'anémie pour carence en fer, alors qu'elles ont des règles abondantes. Donc, en fait, finalement, c'est là le mode de consultation, mais on va voir que ce n'est pas du tout suffisant de se dire, bah, super, j'ai une carence en fer, qu'est-ce que j'en fais? Je y reviendrai. Donc, ça va être un peu médical. Si vous avez besoin d'éclaircissement, vous n'hésitez pas à me demander. Donc, quand on parle de carence en fer, en fait, juste pour comprendre que le fer, en fait, c'est le principal constituant des globules rouges. Hein, les globules rouges, c'est ça s'appelle des haies, 4 morceaux de fer. Il est absorbé au niveau intestinal et stocké au niveau du foie, la ferritine. Donc, il y a toute une partie qui est en réserve. Et quand on parle de carence en fer, ça a comme conséquence, bien sûr, une diminution des réserves en fer, donc baisse de la ferritine. Et au bout d'un moment, la baisse des globules rouges et des hémoglobines, c'est ce qu'on appelle anémie. Mais en fait, ce n'est pas que ça, en fait, diapositive suivante. Donc ça, c'est, on va dire, on peut imaginer comme la conséquence la plus grave, et les patients que l'on voit parfois, 5% de nos patientes ont été transfusées en fluide globulaire, avec une anémie tellement progressive qu'elles arrivent avec vraiment les taux non viables, hein, mais voilà, elles arrivent sur leur vélo, elles sont un peu fatiguées quand même, mais voilà. Et ça, c'est l'anémie. Mais bien avant, quand on a une carence en fer, on va avoir une fatigue chronique et on va dire aux femmes, ah ben oui, vous êtes fatiguées, hein. Ben oui, c'est juste qu'elles n'ont pas assez de fer, franchement. Elles ont une fatigabilité à l'effort. On peut on peut découvrir aussi éventuellement une altération des fonctions immunitaires avec une augmentation des infections.
Bien sûr, quand on a de l'anémie, on va avoir une pâleur cutanée, hein, ça se voit physiquement. Et puis, il y a aussi un autre chose importante, c'est qu'il va y avoir des pertes de cheveux, des fragilités des ongles, et même des troubles du sommeil qu'on peut ajouter quand la carence n'est pas tellement si basse que ça. Diapositive suivante. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai été chercher sur comment dire, le site d'Amélie. Oui, quand on parle d'anémie par carence martiale, donc là, je ne vais pas vous lister tout. Vous voyez qu'il y a un grand nombre de causes, hein, c'est bien listé. Diapositive suivante, il y en a toutes sortes. Et chez les femmes, en fait, on sait que ça peut être chez les femmes avec des causes différentes. Et puis, chez les femmes enceintes, ça c'est vraiment un grand classique. Hein, il y a une baisse des réserves en fer parce qu'il y a certainement l'organisme, l'enfant en construction qui prend sur les réserves. Mais si on revient sur la diapositive suivante, si on revient sur le première ligne, enfin sur le premier tableau qui parle de l'anémie, en fait, hein, par carence spatiale, donc vous connaissez, en fait, il y a marqué gynécologie, fibrome et utérus, endométriose. L'endométriose ne donne pas de carence en fer, hein, ce n'est pas vrai, c'est la légumiose déjà. Et puis surtout, il y a une petite ligne là, où est-ce que je l'ai vu ah oui, je me suis trompée. Donc en fait, il y a juste une ligne parmi toutes ces causes-là, règles très abondantes et ou longues, et enseignement entre les règles. C'est une ligne là, alors qu'en fait, la première cause d'anémie chez les femmes, à carence réfractaire, ce sont les règles. Donc c'est, quand je dis que c'est invisible, c'est déjà invisible par les autorités. Voilà. Donc, en fait, quand j'en ai parlé, j'avais tellement vu rapidement que j'avais l'impression que c'était même ça n'était écrit nulle part. En fait, c'est écrit parmi toutes les autres causes, digestives, urologiques, enfin, voilà. Donc, alors que chez la femme, c'est la première cause, voilà, c'est pas dit. Alors, donc justement, si on regarde les chiffres, en fait, la carence martiale, ça va toucher une femme sur quatre en âge de procréer, donc c'est pas rare, loin de là. Et une femme sur trois qui ont des saignements, vont avoir des saignements abondants, elles vont bien sûr présenter une carence en fer. Voilà, c'est la carence en fer est liée aux règles abondantes. Donc c'est vraiment SUA, c'est saignement, il y a plein de termes maintenant, on dit saignement utérin abondant, saignement utérin normaux. C'est le terme de ménorragie en médecine aussi. Et en fait, c'est la première cause d'anémie fébrile chez les femmes en âge de procréer. Et quand on regarde la population générale, alors il y a les fourchettes, j'aurais envie de dire, comme c'est quand même un sujet venir, hein, qui est quand même peu étudié, on a selon les études des chiffres qui valent de 3 à 10% à 30%. Donc, je veux dire, il faudrait avoir des gros scores pour savoir si je pourrais vous donner nos chiffres, donc c'est impressionnant. Et puis, si on regarde aussi, il y a quand même, c'est quand même un sujet d'intérêt quand même, hein, pas que en France, ailleurs. Et sur une enquête européenne, le problème, c'est qu'ils ont vraiment listé que 46% des femmes qui avaient des règles abondantes n'avaient jamais consulté dans ce contexte. Hein. Donc, voilà, il y a un énorme travail à faire pour que la première étape, c'est que les femmes identifient leurs règles abondantes pour qu'elles puissent aller consulter. Alors là, je vous fais un peu de théorie. Donc en fait, il y a des définitions précises, hein, des règles abondantes que les médecins ne connaissent pas, les soignants connaissent mal. On sait que c'est une question de règles trop abondantes, trop prolongées, trop fréquentes. Et puis surtout, on a un score qui a ses limites peut-être, mais on peut quantifier les règles, j'y reviendrai après. Et au moins, si on fait ça, si elles sont le score est supérieur à 100, on sait que c'est des règles abondantes qui peuvent donner une carence martiale ou une anémie. Et puis surtout, il va falloir tenir compte quand même de la douleur. Hein. Ces règles abondantes, en fait, c'est pas que. Moi, j'ai appris ça comme ça. En gros, si les femmes avec des règles abondantes, mais sans carence martiale ou sans anémie, ça arrive hein, parfois, eh bien, on va dire, c'est pas un problème. Sauf que, en fait, c'est un problème parce que ça va impacter leur activité physique et sportive. Un absentéisme scolaire et professionnel, c'est impressionnant, hein, quand même, quand on les interroge. Bien sûr, un impact sur la vie sexuelle et économique. Hein, on parle de précarité menstruelle. Hein, elles ont, je ne sais pas combien de protection à acheter, c'est quand même, il faut avoir les moyens. C'est pas choisi là, hein, c'est juste imposé par le corps. Alors voilà, je voudrais juste revenir sur le score.
je ne vais pas détailler, mais c'est vrai que c'est développé, on liste le nombre de tampons. Alors, pour l'instant, c'est un vieux store hein, qui se basait que sur les tampons et les serviettes, les présences de caillots, mais bon, ce n'est pas encore complètement opérationnel pour les cups éventuellement, mais pour les pilotes menstruels, il n'y a pas vraiment de boutique. Et on sait que si le store est super récent, on a des règles abondantes. Et puis surtout, sur le plan biologique, bien sûr, d'emblée, il va falloir aller chercher le taux d'hémoglobine et la ferritine qui va permettre de définir la carence partielle. Juste un petit aparté en regardant les réseaux sociaux, mais je disais qu'il y a un grand congrès de stage en ce moment à Washington. Apparemment, il y a des gens qui testent l'IA pour évaluer les règles abondantes. Vous voyez, ça reste quand même, c'est un sujet d'intérêt, en tout cas dans le secteur des maladies hémorragiques, parce qu'on sait que les femmes qui ont des maladies hémorragiques sont plus exposées. Alors, donc en fait, la première étape, c'est d'identifier. Hein, on peut dire il faut qu'elle s'identifie elle-même avant éventuellement d'aller voir un professionnel. Et c'est pas si évident ça. On pourra revenir sur l'accès aux soins, c'est vraiment compliqué. Mais en fait, la première étape, c'est quand même rechercher une cause à ces pathologies, à cette complication. En fait, après 30-35 ans, les femmes qui peuvent, enfin les anomalies qui peuvent être responsables de SUA, ça va être l'adénomiose, c'est l'équivalent de l'endométriose intra-utérine, c'est la première cause. Des myomes, hein, c'est des tumeurs musculaires dans l'utérus, des polypes. Et en fait, ces pathologies-là, bien sûr, sont exceptionnelles chez les filles. Les maladies hémorragiques héréditaires, donc donc, les maladies hémorragiques héréditaires qu'on recherche systématiquement, en particulier, il y en a une qui s'appelle la maladie de Vivant, que je connais bien pour l'avoir beaucoup étudiée aussi, et aussi bien au niveau du laboratoire. Alors, bon, celles qui ont des maladies hémorragiques de type maladie violente sévère, elles, par contre, elles sont donc, à 80% plus à risque d'avoir du saignement des SUA, et elles sont à 46% à un risque de carence martiale. C'est pour ça que dans ce domaine-là, actuellement, il y a une grosse sensibilisation des professionnels qui suivent les maladies hémorragiques pour dire allez dépister les saignements utérins, allez dépister la carence martiale et proposer des traitements. Et si on dit qu'on recherche des causes, finalement, et dans notre première série qu'on vient de sortir, là, on a publié, je suis assez contente de la première publication qu'on a faite sur les patients qu'on voit en consultation. On parle, il n'y a aucune cause identifiée, on appelle ça SUA fonctionnel. Alors en médecine, quand on dit fonctionnel, c'est qu'on ne sait pas. Et surtout, enfin, moi, ce que je dis toujours, je pense qu'on va être peut-être enfin en capacité d'aller rechercher pourquoi les femmes ont des règles abondantes. Alors on sait qu'il y a une augmentation, l'utérus est trop important, c'est ça qui fait saigner. Probablement, c'est sous la dépendance d'hormones, mais comme on ne sait pas les doser d'hormones, c'est parce qu'on sait mieux doser. Voilà, il n'y a pas de recherche spécifique. Et il y a des gens qui commencent à réfléchir en disant est-ce qu'on n'utiliserait pas la composition des monstrues, on va dire ça comme ça. C'est en train d'être commencé. Il y a une vraie étude qui commence dans l'endométriose, et pourquoi pas sur les règles abondantes. Alors, donc, pourquoi j'ai eu l'idée de cette parcours spécifique hein, c'était pour la chronologie, je trouve que c'est intéressant que je la raconte parce que j'étais partie en disponibilité de mon ancien service et j'ai lu des choses sur l'association Règles Abondantes qui a parlé du tabou des règles, qui a parlé de la précarité menstruelle. Et d'un coup, ça m'a dit, tiens, c'est vrai, c'est intéressant comme sujet. Et il m'a été donné la possibilité puisque nous, dans les maladies hémorragiques, il y a des recommandations qui disent qu'il faut avoir des parcours multidisciplinaires. Hein. En médecine, on a des ça s'appelle des protocoles. On dit parcours multidisciplinaire. Une fois qu'on a dit ça, ça n'existe pas en fait. Donc, en fait, moi, j'ai lancé l'idée à mon chef de service, à un nouveau chef de service, proposé l'idée, les hospices, contre toute attente, on dit super, on a nous des budgets, d'après le Ségur, on a eu beaucoup de chance, c'est le cas maintenant. Donc, on a créé un parcours de soins qui est vraiment original, parce que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres en France. L'avantage, c'est que justement, c'est multidisciplinaire, c'est qu'on a d'emblée sur une demi-journée des gynécologues qui sont vraiment super, qui font une échographie chez les femmes.
on les voit, moi je les vois dans la foulée, même si très peu on a maladie hémorragique. Moi, je suis là pour interpréter le bilan biologique et recommander. Et puis surtout, derrière, on va leur proposer une prise en charge qui est vraiment individualisée. Il n'y a pas une femme à qui on va donner le même traitement. Il y a on peut en discuter de ça, hein. Actuellement, il y a beaucoup de réticence sur les traitements mono. Nous, on apporte un traitement médical, mais en tout cas, on passe du temps, enfin moi, c'est ce que je fais, à expliquer les traitements, pourquoi on traite, et sous quelle forme. Et, voilà, donc ça, c'est l'idée initiale, donc ça tourne bien, j'y reviendrai après. Et puis, une fois que j'ai commencé à voir les femmes, peut-être regarder. Ah oui, donc là, je parle donc des types de traitements. Alors, ça, c'est des choses qui sont extraites du site Hémogine, hein. Je vais essayer euh, de décrire sur ce site comment on traite. En fait, il y a 3 actes de ce traitement. On va justement supplémenter en fer, parce que ça, il faut qu'on ait mis. Mais la plupart des dames, elles arrivent avec ça. On leur donne du fer. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elles ont des règles abondantes. On leur dit qu'elles ont une anémie chronique. Ce n'est pas un diagnostic. C'est juste qu'on ne leur a jamais posé la question comment sont vos règles. Parce que ça, c'est même pas une question qui est posée, en fait, hein, parfois. Ou alors, au pire, le médecin leur dit comment sont vos règles? Elles sont abondantes. Ah, c'est normal, hein. Mais je veux dire, je peux vous faire des récits de pages entières. Après, on leur propose, à côté de ça, forcément, un traitement du cycle qui est un traitement hormonal. Ça correspond à la pilule, la contraception. Donc, c'est vrai qu'actuellement, beaucoup de femmes ne veulent pas de pilule. Mais quand on leur explique que c'est comme ça qui va le mieux améliorer, et puis il y a eu des effets secondaires où on essaie de proposer le traitement le mieux si ça ne marche pas, on a d'autres solutions. Voilà, il y a des solutions en fait. Il y a un médicament qu'on ajoute aussi au départ, qui s'appelle le Xacil. Ce médicament-là, il n'est pas proposé. Dans 70% des cas, il n'a jamais été proposé aux femmes. Alors que maintenant, il y a des recommandations. Donc, tout ça pour dire que, enfin, moi, j'ai découvert ça en voyant ces femmes-là, qu'il y avait comment dire, un champ d'action de formation du personnel médical, voilà, de sensibilisation des femmes et des professionnels de santé. Donc, une fois qu'on a proposé ça, eh bien, là, je vais parler juste de la supplémentation en fer, parce que c'est ce que je vous disais, si on les traite, on ne fait que ça, eh bien, ça ne suffit pas. Alors, le problème, c'est que, donc, bien sûr, on peut les traiter, hein, voilà, on fait des cures de 6 mois, de 3 mois, pardon, on peut le faire par voie orale, mais la principale, on va dire, principal inconvénient de ce traitement, c'est que c'est de l'ordre de 30% hein, qui est décrit, c'est qu'il y a une intolérance digestive. J'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée, j'ai la constipation. Donc, en fait, elles ne le prennent pas forcément, hein, c'est logique. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que on s'est adapté, on peut proposer des choses moins qui donnent même mal au ventre, mais c'est le principe aussi. Et c'est pour ça que parfois, on est obligé de proposer des voies intraveineuses qui sont possibles. Il y a des recommandations nationales, internationales qui disent qu'il faut le faire systématiquement, mais c'est pareil. Ça, on va le faire une fois, tous les 6 mois, il faut le refaire. Donc, c'est bien. Il y a des dames qui ne supportent pas du tout le faire. On est obligé de leur donner un petit peu du fer intraveineux. Bon, c'est en hôpital du jour, ça a un coût, ça c'est encore pas très grave. Mais parfois, il y a des effets secondaires, mais enfin très peu. Hein. Donc voilà, c'est une solution, mais c'est loin d'être la solution idéale. Et en tout cas, si on fait ça, uniquement ça, on ne règle pas le problème du tout, ni des douleurs d'ailleurs, hein, ni des règles et de la gêne, hein, de l'impact réellement des règles. Voilà, alors pour finir, je ne vais pas être trop long. Une fois que j'ai commencé très rapidement, parce que dès le départ, j'ai imaginé qu'on ne pouvait pas être isolé, nous, en tant qu'hôpital du jour en CHU, pour voir toutes les femmes. Et donc, j'ai imaginé donc une structure. Alors, je l'ai pitché il y a déjà 3 ans. Hein, c'est comme ça que j'ai découvert Femmes de Santé. Hein, donc, il m'avait déjà sélectionné pour exposer ce projet. Donc, l'idée, c'était une association, une plateforme qui permettrait de faire un réseau ville-hôpital spécifiquement dédié aux femmes qui souffrent de règles abondantes. Donc là, il y a le point de code. Donc, c'est vrai que j'ai fait le site, j'ai monté l'association. Et voilà, donc en fait, j'ai mis, si vous allez voir sur le site, il y a un annuaire pour l'instant un petit peu de la région Rhône-Alpes, mais il y a aussi beaucoup d'informations, aussi bien à destination des patientes qu'à destination des professionnels, dès que les professionnels se forment. Voilà. Et donc voilà, donc ça, Hémogine existe, depuis peu c'est une association, depuis peu, voilà, ça y est, c'est formalisé.
Et j'y reviendrai après sur la dernière d'apo en finissant. Parce que, voilà. Et donc, voilà pourquoi, et pourquoi j'ai créé Emojine. Donc, c'est ce que je vous ai dit. En fait, plus j'avance, en fait, on a, depuis sa création, ça fait 3 ans, les hôpitaux de jour, on a possédé à 900 femmes. Je tiens à jour un tableau pour essayer de faire des données, donc il y a un peu de mal. On n'est pas loin. Mardi, on a dû voir les dernières, on a pris à 900. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 20% alors c'est un chiffre au départ, mais je pense que ça reste vrai, d'hommes qui viennent hors région, c'est-à-dire de Lille, de Strasbourg, de Nîmes, parce que, bon, elles carte règle abondante, il y a l'hôpital de jour, et souvent, elles ont une errance. Je vois Ouais. Non, non, et c'est plus que ça me motive, plus que tout, quoi, parce que quand elles viennent, on a un peu la pression, parce qu'elles attendent beaucoup. Si elles sont très contentes d'être là, oui, parce qu'elles ont souvent une errance diagnostique. Et c'est elles qui ont regardé par une prise en charge. Mais ça montre la demande qu'il y a par rapport à ces complications. Donc l'idée, c'était voilà, d'avoir déjà aussi au niveau région un réseau pour faciliter l'accès aux soins avec un annuaire de professionnels qui serait un peu sensibilisé. Bon, ça, c'est quelque chose qui doit vraiment être développé et pourquoi pas en national, bien sûr, avec, je vous ai dit, des formations à destination des patients et aussi des professionnels. Et pour finir, plus je suis sur le sujet, l'idée, c'était quand même de rendre visible, c'est ce qu'on vous avait dit en introduction, hein, de rendre visible cette complication dans les politiques de santé publique, hein, parce qu'en fait, actuellement, ce n'est pas un sujet. Alors hier, juste, j'y étais pas parce que je n'ai pas pu me libérer, il y avait une grosse réunion, Maison de chimie, Fondation Team Fund, je ne rappelle jamais comment le dire, de organisée par Marie-Claire, Santé de la femme, il y avait les 3 ministres, il y avait plein de bon monde. Et il y a quelqu'un la personne avec qui j'ai peut-être associée sur Emojine, Nathalie Bontou, détalée parce qu'elle avait la possibilité de le faire, elle va me raconter. Mais en gros, hein, c'est la santé de la femme au travail, il y a plein de choses qui ont été abordées. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur la santé de la femme, actuellement, enfin, on a identifié l'endométriose avec la douleur, l'idée qu'il faut peut-être promouvoir les congés menstruels, donc c'est intéressant. Depuis, oui, il y avait Stéphanie Rist, hein, qui est une sénatrice qui vient de sortir un rapport sur la ménopause au travail. Donc, tous ces sujets bougent bien, mais il n'y a toujours pas les règles. Donc voilà, je ne réponds pas aux. Voilà, ça paraît être une niche, mais ce n'est pas une niche si on considère que, en fait, dans la vie d'une femme, jusqu'à 30% des femmes pourraient être impactées à un moment donné. Ce n'est pas forcément tout le temps très grave. Mais voilà, donc en fait, moi je suis. Plus j'avance et plus je suis motivée. Et donc là, maintenant, j'en suis sur Emoji, j'en suis à commencer à chercher des subtils. Alors, je fais tout moi-même, hein, je fais un mi-temps hospitalière, donc j'essaie de prendre des contacts. C'est pas si simple que ça. Je mets les choses au fur et à mesure, donc ça va parfois pas assez vite. Hier, j'ai eu la dame de la fondation responsable de la région des fonds européens. Au mieux, on pourra déposer un dossier en mars 2026. Et sur ça, ils vous financent au bout d'un an. Enfin, ils acceptent et on vous donne de l'argent au bout d'un an. Donc voilà, mais en tout cas, il y a un sujet qui pile. Ils ont un fonds pour la santé de la femme, prévention, formation. Donc on est pile dans le sujet. Après, ça m'a plutôt passionné. Mais voilà, donc je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. J'espère intarissable sur le sujet, je vous rassure. Si vous avez des questions.